Paps and a shot of Jack, and whatever he's having. Have a Diet Coke. Bullshit, this is a bar, you have a drink. I'll have a gin and tonic. Attaboy. So, what do you want? I promised your wife I'd get you to go to confession. Now, why would you do that? She was very insistent. She made me. Well, you're kind of fond of promising things you can't deliver on, right, Father? Let's talk about something else. What? Life and death. Life and death. The hell do you know about life and death? I'd like to think I know a lot. I'm a priest. Yeah, you get up and preach about life and death, but all you know is what you learned in preschool, right out of the rookie preacher's handbook. I don't know about that. I think... Death is bittersweet. Sort of bitter in its pain, but sweet in its salvation. That's what you know about life and death, and it's pathetic. What do you know, Mr. Kowalski? I know a lot. I lived for almost 3 years in Korea with his thanks. We shot men, stabbed them with bayonets, hacked 17-year-olds to death with shovels. Stuff I'll remember till the day I die. Horrible things. But things I'll live with. And what about life? Well, I survived the war. Got married, had a family. Sounds like you know a lot more about death than you do living. Maybe so, Father. Maybe so. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Oh nom de Dieu, de bordel de merde. Oh, tu m'entailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Tolstoy. Oh, ton cul. C'est mon génie. What the hell is this? Get off my lawn. Listen, old man, you don't want to fuck with me. Did you hear me? I said get off my lawn now. Are you fucking crazy? Go back in the house. Yeah, I blow a hole in your face and then I go in the house. And I sleep like a baby. You can count on that. We used to stack fucks like you 5 feet high in Korea. Use you for sandbags. Okay. Well, you better watch your back. It's crazy. Thank you. Get off my lawn. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau qui a peut-être une grippe ou simplement la gueule de bois. Bonjour Antonin, comment ça va ? Ça va Ça va même. mal. Ça va mal Ouais. et c'est pas grave, tu vas quand même aujourd'hui nous parler longuement de Clint Eastwood à l'occasion de la sortie de son dernier film, un très grand film d'ailleurs, La Mule, The Mule, en version originale qui vient de sortir chez nous. L'occasion pour nous de revenir quand même un peu sur le personnage. Pour la 6e fois Oui, consécutive. oui mais alors
Alors, je crois que comme nos concurrents, mais néanmoins ennemis de Antonin Godard, nous n'avons jamais fait de spécial Clint Eastwood. Ah, si. C'est vrai, on a fait des spéciales. Déjà, quand on a fait Sully, on a fait entièrement sur Sully. Oui, on a mais fait sur aussi, Sully, on est parvenu. Il y a 10 ans de ça, une émission entière sur Clint Eastwood. Oui, mais à l'occasion de la mémoire de nos pères. Ouais. C'est vrai? Ouais. Ah ben merde, alors je la ferai réécouter, comme ça tu te sentiras vieux. Ouais, mais il y a quand même vieux et sage. Il y a quand même des choses qu'on n'a jamais dit sur Clint Eastwood, donc on va démarrer cette émission en parlant de choses qu'on n'a jamais dites sur Clint Eastwood, et on reviendra bien évidemment sur ce dernier film. Moi j'avais un petit truc justement que je tenais à dire, parce que je pense que c'est un minimum partagé par certaines personnes de ma génération, donc évidemment des gens plus jeunes que toi, hein, mais on est quelques-uns à être plus jeunes que toi encore aujourd'hui, sur le rapport que je peux avoir avec Clint Eastwood, dont on a encore une fois souvent parlé, hein. Quasiment tous ces films qui sortent depuis 10 ans ont été mentionnés dans notre émission, même si le dernier en date, 15h17 par exemple, pour Paris, on en a quasiment pas parlé parce qu'on l'a vu pas au cinéma par exemple. Enfin, je sais même pas si toi tu l'as vu. Si, je l'ai vu, je l'ai rattrapé, du coup ça m'a donné tellement envie de revoir de Clint Eastwood, The Mule, que j'ai même vu ça, et contre toute attente, c'est pas si mauvais que ça. Non, mais on va peut-être y revenir après aussi, parce que c'est vrai que c'était intéressant. On a mentionné dans l'émission de fin d'année de 2018, mais je crois que ça a disparu d'ailleurs en plus, ce passage de l'émission où on en parlait. Bref, moi j'avais un petit truc pour démarrer l'émission sur mon rapport avec Clint Eastwood, et si j'en parle, c'est parce que je pense que c'est partagé. C'est sur le fait que c'est sans doute l'un des acteurs et cinéastes qui m'est le plus familier, au sens vraiment familial du terme, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il fait partie de ma famille, parce qu'il a toujours été présent, notamment parce que le cinéma, moi j'ai découvert la télévision surtout, et que à la fin des années 80, début des années 90, Clint Eastwood était sans doute l'acteur le plus présent sur le petit écran. Chaque semaine, j'ai l'impression, on pouvait voir, notamment sur France 3, mais d'autres chaînes encore, un film avec Clint Eastwood qui occupait à peu près tous les domaines du cinéma familial. Évidemment, le western à l'époque, qui avait encore sa place à la télé, mais la comédie, le cinéma d'action, et même Doux dur et dingue. Mais oui, Doux dur et dingue, moi je l'ai beaucoup vu parce qu'il était multi-rediffusé quand j'étais plus jeune. L'un des premiers westerns que j'ai pu voir, ça devait être Pale Rider, qui date de 85 et qui du coup avait vraiment sa place début 90 à la télévision. Et il a vraiment fait partie du coup du paysage télévisuel de cette époque, et c'était merveilleux. Et c'est vrai que moi, donc il m'a paru très familier très tôt en tant que visage, hein, surtout, mais quand j'ai pu grandir un petit peu et que j'ai pu mettre un nom sur ce visage, un nom aussi sur le réalisateur du film, il a fait partie des premiers réalisateurs que j'ai pu vraiment déceler, et la télévision, elle se trompait pas, elle savait que son visage et son nom étaient vendeurs, donc il devait acheter à peu près et diffuser tout ce qu'il y avait Clint Eastwood dans son générique. Ce qui m'a permis, moi, assez tôt, alors même que j'étais plutôt friand du cinéma d'action, et lui en a fait partie, hein, il était pleinement accroché à ce cinéma d'action reaganien des années 80, notamment parce que Reagan lui-même l'a cité dans des discours politiques quand même, hein, le Make My Day de l'inspecteur Harry était cité par Reagan, donc il a été... parce que c'est une des très peu nombreuses en tout cas personnalités hollywoodiennes qui se déclarent républicains. Oui, non, mais même en termes de cinéma d'action, le grand public français avait associé à cette époque, début 90, Clint Eastwood à la horde Stallone, Schwarzenegger finalement, qui était arrivé beaucoup plus tard. Et moi, en tant qu'enfant, étant friand de ce cinéma-là, Clint Eastwood était rattaché à ça, je regardais tous les Clint Eastwood. La magie un peu qui est apparue, c'est que Clint Eastwood évidemment ne faisait absolument pas que ce cinéma, même pas un cinéma d'action, mais ce grand cinéma populaire, la comédie comme Doux dur et dingue ou des films de ce genre, mais que très tôt en fait il avait réalisé et tourné dans des films qui étaient beaucoup plus particuliers et que la télévision malgré tout avait diffusé. Donc j'ai eu la chance, par exemple très jeune, de voir des films comme Les Proies de Don Siegel, ou des réalisations à lui qui étaient beaucoup plus obscures comme Brizzy, et de passer comme ça de Doux dur et dingue ou de certains westerns ou de La Relève que j'aime beaucoup particulièrement à Brizzy ou à Sur la route de Madison, ça ouvre quand même des champs du possible. Ça m'a ouvert peut-être sans doute d'ailleurs assez tôt à ce cinéma américain des années 70. On voit Clint Eastwood dans un film de Cimino, on va aller voir après un autre film de Cimino, on voit Brizzy, on voit Les Proies, on va aller voir d'autres films de Don Siegel, on va s'intéresser à tout ça.
Et il a dû sans doute énormément participer à mon ouverture sur un tout autre cinéma que ce cinéma d'action des années 80. Au-delà même du plaisir que je pouvais avoir, moi, à voir ces films, et les westerns évidemment de Léon et d'autres choses, le plaisir que lui me procurait, il m'a en plus ouvert à toute autre chose. Je dois énormément en tant que cinéphile à Clint Eastwood. Enfin, c'est extraordinaire la largeur en fait du spectre cinématographique qu'il a pu couvrir finalement depuis parce que ça fait quand même plus de 60 ans du coup qu'il fait du cinoche, le bonhomme. Donc c'est absolument impressionnant ce qu'il a pu apporter, et il a gardé malgré tout du coup cette dimension extrêmement familiale, vraiment proche de moi, au-delà même de la cinéphilie. Même si, et on l'a souvent dit depuis 10 ans, hein, parce que les films qu'il a sortis depuis 10 ans étaient souvent pour moi plus que problématiques, voire carrément mauvais parfois. C'est-à-dire que j'ai eu la dent dure, je pense, sur plusieurs de ces films, comme L'Au-delà, comme Invictus, l'échange, l'au-delà. Voilà, il y a des choses, même si dans chacun de ces films on pouvait trouver une séquence qui était belle évidemment, une séquence qui était pleine d'émotions, qui n'était pour moi pas à la hauteur d'une grande période des années 90. En plus, je découvrais ces films presque tout de suite dès qu'ils passaient à la télévision. Pour moi, c'était tout de suite, hein, c'était 2 ans plus tard, mais c'était tout de suite. Une grande période où il y a eu, par exemple, Sur la route de Madison, Un monde parfait, Impitoyable, où là, j'étais moi complètement au cœur de ce qui se passait. C'était des films extrêmement contemporains de moi qui découvrais le cinéma. C'était beau de voir ça, et je pense, beaucoup reproché dans ces dernières années, là, depuis une dizaine d'années, de se perdre, de se laisser aller, de vieillir, de pas être au top finalement. Ce qui était tout à fait normal. Enfin, le type a plus de 80 balais, là il a 88 ans aujourd'hui quand on parle. Qu'il soit encore là, moi j'en reviens pas. De découvrir La Mule, moi ça m'a procuré du coup une émotion encore plus particulière, et c'est aussi pour ça que je voulais démarrer l'émission en parlant de ce rapport que j'ai, parce que je sais que l'émotion que m'a procuré La Mule tient aussi de ça, d'avoir enfin pu retrouver sur un grand écran cette émotion qu'il avait pu me procurer, cette dimension même extrêmement familiale, de le retrouver lui en fait. Je l'ai eu avec La Mule. Mais surtout qu'il n'a fait que de jouer avec ça, et ça on l'avait souvent évoqué, et ça participe aussi moi du rapport que j'ai pu avoir en tant que cinéphile avec le cinéma Clint Eastwood. C'est que justement en venant d'une famille de cinéphilie plutôt traditionnelle, très téléramesque, même si effectivement Clint Eastwood a une reconnaissance critique assez tôt hein, finalement, avec des sélections à Cannes et compagnie. C'est 85, c'est Pale Rider, et après on a Bird, on a des... Mais il n'empêche qu'il y a eu toujours cette sorte d'image de héros bourrin qui lui collait à la peau, du côté très droitier, très fasciste. Et justement, le fait de découvrir de la même façon que toi la plupart, beaucoup de ces films, tu disais mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est qu'il y a tellement une diversité, et que c'est justement quand on t'a collé à la figure de Clint Eastwood, le côté macho, le côté très conservateur, le côté presque raciste, des fois on lui collait des trucs comme ça, et tu disais mais moi j'ai jamais vu des personnages de noirs filmés comme ça, aussi bien que dans Bird. J'ai jamais vu un personnage de femme aussi puissant que dans Sur la route de Madison. J'ai jamais vu des personnages de laisser pour compte un portrait de l'Amérique aussi dur et aussi juste que dans Un monde parfait, ou dans n'importe lequel de ces films. Honky Tonk Man. Il a quelque chose sur le héros américain qui était pour nous représenté dans le cinéma d'action, mais même dans le cinéma contemporain des années 80. Le héros américain, c'était quelque chose justement de surpuissant. Le rêve américain était vraiment glorifié, et on l'atteignait dans le cinéma américain. Et c'est vrai que quand on voyait, enfin moi, de découvrir assez tôt Honky Tonk Man par exemple, ou Bronco Billy, et qui sont assez tôt dans sa filmographie en tant que réalisateur, finalement, tu te rends compte que oui, il a déjà pointé du doigt en fait ces problématiques assez tôt. Il a même fait que ça, j'ai envie de dire. Là on va pas tarder à passer un petit extrait avec un de ses films emblématiques en termes de diffusion télévisuelle, c'est-à-dire L'épreuve de force, qui est un de ses films d'action les plus on va dire badass, et les plus vraiment en termes d'action complète quoi. Je veux dire, il y a un gros travail sur la destruction. Là c'est vraiment du destruction porn complètement. Il y a des cascades à gogo et compagnie. Mais même ce film-là, à la revision, enfin moi c'est un film que j'ai vu plusieurs fois quand j'étais petit et tout ça, ça m'avait complètement échappé à quel point c'est même une critique totale de son propre personnage. C'est limite une parodie. C'est une parodie de Dirty Harry complètement. On pourrait presque, alors je dis ça parce que je suis un peu dans Carpenter en ce moment, mais on dirait presque Jack Burton par moment. C'est-à-dire que on a un personnage qui est complètement nul quoi, enfin qui est un peu même idiot, embauché pour qui ça, a du mal à comprendre ce qui lui arrive,
arrive, on voit qu'on a toujours, le spectateur a toujours 2 temps d'avance sur lui et que même la personnage qui l'accompagne a toujours 2 temps d'avance sur lui, elle lui fait son éducation un peu, alors que lui c'est le gros bourrin, c'est l'image qu'on peut avoir, c'est là. Clint Eastwood a toujours joué avec l'image qu'il trimballe auprès des spectateurs et presque le film d'après, ça a toujours été le film pour corriger l'image qu'il avait véhiculée dans le précédent film. Tu me grilles, mais c'est peut-être beaucoup pour ça qui me fait aujourd'hui de plus en plus penser à John Ford en fait. Justement de film en film, il va retravailler la figure qu'il avait montrée avant, la figure qui se trimballe en fait. Comme John Ford de film en film pouvait corriger l'erreur ou le personnage qu'il n'avait pas traité dans le film d'avant, il va en faire le personnage principal du film d'après en fait. Et on verra bien ça avec The Mule. Je propose qu'on passe ce petit On peut tout de suite du coup écouter ce montage, le petit montage de ma confection, donc avec uniquement consacré au film The Gauntlet, l'épreuve de force en Amerloc. Donc réalisé par Clint Eastwood et une musique de Jerry Fielding qui est donc le compositeur attitré normalement de Sam Peckinpah, mais qui a fait autre chose d'ailleurs encore avec Eastwood je crois. Et c'est vrai que la BO est exceptionnelle. Et ce film qui est quand même assez particulier dans sa filmo, puisque comme tu l'as dit c'est un grand film d'action, mais on a l'impression, et tu me dis si je me trompe, mais c'est fin 70 ouais, c'est fin 70 je crois, ouais. Enfin, pour moi ça annonce aussi tout ce que fera même McTiernan avec le héros d'action dans Die Hard. On a déjà des prémices là-dedans, justement ce héros alcoolique à côté de ses pompes qui se démerde comme il peut dans la situation toute pourrie où il est, qui est en retard, on a déjà ça dans l'épreuve de force, même si c'est pas du tout le même ton et même si la mise en scène de Clint Eastwood n'a rien à voir avec celle de McTiernan, ça annonce déjà des choses qu'on retrouvera du coup plus de 10 ans après, une fois que le héros d'action sera déjà installé et bref. Ça t'embête pas si je te demande un truc? Combien de fois par mois tu les écartes? Tais-toi et conduis, tu veux? C'est vache, pour une fois que j'ai la chance de me documenter. Puisque je dois servir de chauffeur à cette fille de petite vertu, faut pas en vouloir à un plouc dans mon genre de s'instruire. J'ai un copain, il a eu une idée géniale, le gars. Il voulait ouvrir une chaîne de bordel de luxe et il aurait voulu qu'on fasse la même publicité que celle des restoroutes, à s'en lécher les doigts. Comment ça vient le métier? Ça s'apprend dans des écoles spécialisées ou quoi? Eh bien moi, en tout cas, je sors de la fac. On apprend à sucer à la fac? Tu vas la fermer, nom de Dieu. Alors du con, on prend la défense d'une roulure? Comme si tu n'avais pas eu envie de te la faire, toi aussi. Peut-être que tu te l'es faite, d'ailleurs. C'est tout de même bon de se faire une pipe, non? Enfin, sale hypocrite, je t'ai bien vu, va remonter ta braguette. Ferme ta grande gueule! Laisse-le débloquer. Tu tirerais sur un copain sans mollir? Tu diras à tes supérieurs que tu voulais pas que j'insulte une pute? On dirait que ton chevalier servant se dégonfle. Je m'arrange très bien seul. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ils sont causés un peu tous les deux, T'as déjà fait ça avec une gougnotte? T'aimes te laisser faire? Les putains, ça se tape pas que des Jules, hein, cocotte, mais ça se tape tout ce qu'il y a du fric. Un peu que c'est vrai. Moi, je te reluquerais bien dans tes heures. Oui, madame, ça me botterait de tomates. Avec tes gros nibards, tes os nus, tout dur. Ton petit cul qui pousse à grand poudrin. Ton guibole, doigt de pied au mur, ruisselant. Il va pas falloir longtemps pour que tu sois trempé comme une soupe et que tu sois torride.
va, raconte-moi tout, j'ai envie de savoir ce que c'est qu'une pute, vas-y. Tu sais, dans le fond, être une pute ou être un flic, c'est du kiff. Ah oui? Ouais. C'est connu qu'il y a bien une quinzaine de tauliers qui graissent la patte aux flics à Las Vegas. Où il y a toujours un homme politique qui vous file la pincée quand son fils, complètement beurré, envoie sa Cadillac en plein dans un abri de bus. Vous faites des petites descentes le samedi soir dans les quartiers d'émigrés et vous ratonnez. Vous coffrez des petits fumeurs de hache et d'un autre côté, vous vous faites engraisser par les revendeurs d'héroïne. Ou encore mieux, vous coffrez une fourmi, vous lui épongez sa came au moment de l'arrestation et vous la refilez à bon prix au poulet qui se pique. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Je te l'avais dit qu'on était pareils. La seule différence que je vois entre toi et moi, c'est que moi, après le boulot, je rentre et je me fais couler un bain. Et j'en ressors fraîche comme une môme. Mais un flic. Je parle d'un petit chef dans ton genre. Quand son patron le siffle, il déboule. Il se couche aux pieds et il fait dans son froc. Et t'as beau te frotter, ça change rien, t'as un cul de foireux. Tu vas encore la laisser déconner, cette salope? C'est toi qui as voulu engager la conversation. Je sais que tu n'aimes pas les femmes comme moi. On est un peu agressive et puis effrayant. Mais ça, c'est parce que tu es moche mentalement et que même si tu nous amenais ta mère et qu'on te refasse, tu serais toujours la même bordure. Est-ce que ta femme sait que tu te masturbes? Arrête tes conneries, conduis comme il faut. Merci Antonin pour ce montage. Donc un extrait d'une des très belles séquences de The Gauntlet, donc l'épreuve de force réalisée par Clint Eastwood avec Clint Eastwood, musique de Jerry Fielding qu'on a pu entendre. Hallucinant. C'était merveilleux. Tu nous as lancé un petit défi avant qu'on parle de la mule du dernier film de Clint Eastwood. Il s'agissait de réaliser un top 5 des meilleurs films réalisés par Clint Eastwood. C'était bien de mettre déjà une petite barrière comme ça et de pas s'élancer sur ses collaborations avec Don Siegel, avec Sergio Leone ou d'autres. Sinon j'aurais mis Francis in the Navy, son premier rôle, avec un âne qui parle. Et du coup, pendant cette pause musicale, on a tous les deux écrit sur un ticket de caisse notre top 5 sans numéro. Je vois que tu n'as pas mis de numéro non plus. En fait, c'est déjà un peu triché. De notre top 5 de Clint Eastwood. Je te propose de démarrer toi-même tout de suite ce top 5. Moi, je mets en premier Impitoyable, auquel on avait consacré une émission entière. Mais je pense que j'ai toujours l'impression que chez Clint Eastwood, il y a quand même les grandes œuvres et les films... non pas mineurs, mais les films un peu mid-tempo, quoi, un petit peu. On sent qu'il y a des scénarios dont il s'est emparé et qui sont des scénarios incroyables, qui ont une ampleur dingue. Je mettrais là-dedans, par exemple, un film comme Bird, qui est un scénario sur lequel il est tombé, la biographie de Charlie Parker, où on se dit c'est un scénario de fou. C'est un film qui a vraiment une ampleur, une construction dramaturgique assez dingue, qui embrasse des tas de problématiques. Et j'ai l'impression que genre l'épreuve de force, on est vraiment sur des films un peu mid-tempo, vraiment des choses un peu plus petites, tout comme je mettrais un film comme Pale Rider par exemple, quoi. Et Impitoyable, c'est clairement un scénario donc de David Peoples qui est hallucinant et dans laquelle Clint Eastwood s'insère totalement et où on voit toute la maestria aussi d'Eastwood, ce qui n'est pas une maestria justement, c'est au contraire l'extrême sensibilité.
pourrait griller des cartouches à quelqu'un, mais en fait, je me rappelle avoir entendu quelqu'un qui disait le génie de Clint Eastwood, c'est dans cette scène où Clint Eastwood tire sur la personne et que tu as quelqu'un qui est en train d'agoniser, c'est une scène qui est terrifiante, où la personne qui est en train d'appeler son pote, elle est en train de se vider de son sang, et Clint Eastwood à ce moment-là il regarde dans le vide et puis il prend un caillou sur la roche et puis il l'effrite dans ses mains en disant je sais même plus quoi, et il y a là-dedans un peu du génie de Clint Eastwood, du génie d'acteur et du génie de metteur en scène, d'accorder du temps à un petit geste, et je pense que c'est aussi cette chose-là dans laquelle peut se déployer complètement sa sensibilité. C'est vraiment une sensibilité presque très musicale et donc très cinématographique comme les plus grands metteurs en scène peuvent l'avoir. Tout est dans une sorte de construction de rythme et donc du coup de gestion de petites actions presque anodines mais qui vont vraiment faire résonner l'ensemble. Et c'est vrai quand tu dis que c'est dû à son sens de cinéaste mais d'acteur aussi, je pense que c'est vrai parce que dans un film où il est juste acteur comme dans La ligne de mire par exemple de Wolfgang Petersen qui est pas un grand cinéaste à mes yeux en tout cas, et c'est vrai qu'il y a plusieurs séquences moi c'est un film que j'apprécie énormément où j'ai l'impression que c'est vraiment Clint Eastwood qui apporte ce rythme avec des petites pauses par exemple où même lui va jouer au piano, où il va avoir un tout petit dialogue avec quelqu'un, où c'est lui qui va apporter un rythme et justement une attention particulière à un geste, quelque chose qui va apporter de l'humanité à un personnage et une émotion particulière, ce qui vraiment est le cœur je pense de son cinéma, c'est ce rapport de toute façon à l'humain, au personnage, et d'apporter une importance au personnage. Dans Impitoyable par exemple, c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui m'a fasciné, on a déjà fait une émission dessus, mais c'est un personnage secondaire par exemple comme English Bob qui l'histoire, l'intrigue même du film fonctionnerait, on coupe les séquences d'English Bob presque, mais non, il va apporter justement, il va donner du temps à ce personnage. Enfin il y a des choses comme ça dans tous ces films je pense qui comptent énormément. Donc deuxième, moi je mets Sur la route de Madison, je vais pas m'attarder dessus, je trouve le film splendide, il me fait pleurer à chaque fois. On fera une émission spéciale sur un jour. Un monde parfait que j'ai revu, The Mule m'a tellement donné envie de revoir d'autres Clint Eastwood que j'ai revu, c'est un film qui a été hyper important dans ma cinéphilie et ouais c'est incroyable. José Wells qui est pas son western qu'on évoque le plus par rapport à L'homme des hautes plaines et Pale Rider, qui capitalise vraiment sur la figure de l'homme sans nom créé par Sergio Leone, et José Wells c'est vraiment dans quelque chose de vraiment différent, où ce personnage où il y a toujours ce truc là chez Eastwood de quelqu'un qui est accaparé par une sorte d'action qu'il doit faire, il doit accomplir quelque chose, et là c'est un récit de vengeance quelque part, et il y a un truc qui est très important chez Eastwood aussi, c'est forcément la question de la communauté, parce que c'est quelqu'un qui est farouchement individualiste, c'est quelqu'un qui n'a fait que de montrer des personnages qui sont accaparés par une action, mais ça peut être, quand je dis ça peut être aussi bien le personnage de Meryl Streep qui est accaparé par l'action d'entretenir son foyer, ou le personnage de The Mule qui est accaparé par l'idée d'entretenir ses fleurs, tout simplement. C'est quelqu'un des personnages qui s'abandonnent à quelque chose, et José Wells donc là c'est un personnage qui s'accapare, qui s'abandonne à l'idée de vengeance et qui au fur et à mesure va agglomérer autour de lui tous les laissés pour compte de l'histoire des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire un Indien, une femme, voilà, il y a toute une personnage de laissés pour compte où ils vont créer une sorte de communauté finalement, une communauté qui va être avortée au final, mais où il y a ce truc-là qui est très eastwoodien et non pas vraiment fordien, c'est-à-dire qu'on va créer une communauté mais choisie. Il ne s'agit pas comme chez Ford de faire vivre un collectif qui est déjà préexistant, il faut le faire vivre. Chez Eastwood, on sent bien que la communauté la seule communauté qui peut exister, c'est une communauté qu'on a choisie soi-même et qu'on agglomère autour de soi. Ça, c'est valable dans tous ces films. C'est pour ça que dans tous ces films, les familles sont toujours dysfonctionnelles. Il n'y a que des rapports père-fils qui ne sont des rapports non pas du tout génétiques en fait. C'est des rapports père-enfant, mais d'un enfant qu'on a choisi ou d'un père qu'on a choisi, mais pas du tout. Et les familles en général sont complètement disloquées. Et d'ailleurs, il y a vraiment un rapport très malade là-dessus. Et je pense qu'on y reviendra pour parler de The Mule parce que là, c'est primordial dans le film. Je pense que c'est presque une sorte de mea culpa un peu malade du film de la part de Eastwood, la personne, enfin l'individu. Oui, c'est ça. Oui. Mais dans José Wells, il y a vraiment cette idée
assez dingue et que je trouve le film splendide. Et c'est un film dont il avait piqué la réalisation à Philip Kaufman. Normalement, il ne devait jouer que dedans. C'était Philip Kaufman qui devait réaliser, puis il lui a piqué la caméra en cours de tournage parce qu'il avait mis des billes dedans et ça correspondait pas, enfin leurs idées. C'est un truc qu'on avait déjà dû dire, mais évidemment, et encore une fois pour la mule, c'est Malpaso, la compagnie de Clint Eastwood qui produit avec Warner, encore une fois. C'est toujours important de savoir que il y a que 2 réalisateurs qui ont réussi à avoir la carrière toute indépendance à Hollywood. C'est Stanley Kubrick et Clint Eastwood. Avec Warner, au sein du même studio, au sein de la Warner, c'est les 2 types qui ont réussi à faire exactement ce qu'ils voulaient. Évidemment, pas du tout dans le même rythme déjà, et pas du tout dans la même économie. Encore que, vu ce que dit Clint Eastwood dans La Mule, on peut imaginer que finalement, il n'a pas fait exactement tout ce qu'il voulait tout le temps. Évidemment, parce qu'il est dans La Mule, on va y revenir après notre top 5, mais revient, pour moi en tout cas, abondamment sur la carrière de Clint Eastwood. Tu continues Mon dernier, c'est Brizzy. J'adore ce film. C'est son 2e film. C'est son moins connu et c'est assez politique de le mettre dans mon top 5 parce que peut-être qu'il y a des films que je préférerais revoir que Brizzy, mais ça reste son film le moins connu et qui me paraît William Holden qui tombe amoureux d'une jeune hippie. C'est ça, un film William Holden qui joue l'âge qu'il a, un personnage de l'âge qu'il a au moment où le film se tourne évidemment, mais qu'on peut très bien imaginer être un rôle tenu par Clint Eastwood 30 ans après, et savoir que c'est toujours ce truc de Clint Eastwood qui s'est toujours vu comme un acteur vieux, qui est quelque chose une interrogation principale dans toute sa filmographie après post-Léon, post-Siegel, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une sorte... Je ne suis plus le jeune premier. Je ne suis plus le jeune premier. Il faut absolument pas me réduire à ce personnage de Roy, du cow-boy chantant, à la limite, du jeune, du bel et faible. Je suis déjà vieux dans ma tête et je vais vous le montrer. Et tu sais bien, après, il y a des tas d'anecdotes là-dessus. Clint Eastwood qui tombe sur le scénario d'Impitoyable 15 ans avant la réalisation et qui l'achète et en se disant j'attends, je le garde dans un tiroir et je le tournerai quand j'aurai l'âge pour avoir le rôle. Et on sent bien que dans Brizzy, le rôle tenu par William Holden, qui est impérial dans le film, c'est Clint Eastwood aurait pu jouer ce rôle-là, quoi. Complètement. Je vais répéter des choses que tu as déjà dites, mais c'est vrai que moi, alors c'est peut-être pas ni mon préféré ni pour moi le meilleur, mais c'est peut-être le plus important dans mon rapport avec Clint Eastwood. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est Pale Rider. Et même si je suis assez d'accord avec toi sur ce que tu as pu dire sur le film, il y a quelque chose là-dedans, donc le film de 85, qui est peut-être son rapport au personnage de l'homme sans nom, où il a poussé le mystère à l'extrême en fait. Moi, ayant vu le film très jeune, avant même de voir les films de Léon ou les autres westerns qu'il avait pu voir, qu'il avait pu faire lui-même d'ailleurs, c'est le premier western, je pense, peut-être même le premier Clint Eastwood que j'ai pu voir, je crois, et que j'ai revu encore et encore, que je connais par cœur. C'est toujours un plaisir extraordinaire de voir ce film, et il a gardé jusqu'au bout le mystère de son personnage, et il y a quelque chose de très beau là-dedans, je trouve, et du mine de rien, encore une fois. C'est-à-dire que dans sa forme, dans son rythme, il y a une espèce d'évidence en fait qui me plaît particulièrement. Et en souterrain, toujours en souterrain, on installe comme ça du mystère qui moi, enfant et encore aujourd'hui en fait, me plaît particulièrement dans le cinéma, et que je retrouve d'ailleurs dans La Mule, dans la façon justement de raconter une histoire, c'est-à-dire de laisser de la place au spectateur malgré la forme classique, malgré parfois une intrigue qu'on connaît, même si moi à l'époque, mais aujourd'hui quand je revois Pale Rider, évidemment je me rends compte que c'est du western, vraiment tous les clichés du western sont dans Pale Rider, même s'il y a un côté un peu plus trivial dans ce film que dans beaucoup d'autres. Mais on retrouve quand même tous les ingrédients, et malgré tout, cette place qu'il laisse au spectateur et ce plaisir qu'il malgré tout parvient à transmettre, c'est quelque chose qui me fascine. Ça tient de la maîtrise, mais ça tient énormément de la sensibilité dont on a déjà parlé, et c'est quelque chose qui me touche beaucoup et que je retrouve justement dans La Mule. Donc voilà, Pale Rider, Impitoyable dont tu as parlé, Sur la route de Madison dont on reparlera encore et encore, je pense. C'est un film extrêmement important et qui, à ma grande surprise peut-être encore aujourd'hui, parvient à avoir 20 ans plus tard une aura qu'il mérite enfin. C'est-à-dire que je ne rencontre personne aujourd'hui qui parvient à me dire qu'il n'a pas aimé Sur la route de Madison, y compris les gros bourrins, les moins cinéphiles, les gens qui ne sont absolument pas attirés par ce genre d'histoire. Sur la route de Madison,
touche tout le monde. C'est le sentiment que j'ai vraiment. Et ça me surprend, et en même temps pour moi c'est évident parce que c'est un film qui est bouleversant, mais c'est vrai que pour cette histoire de mélodrame, ça m'impressionne toujours de me dire tiens, sur la route de Madison, aujourd'hui enfin a réussi à faire l'unanimité en fait. Ça me plaît particulièrement de savoir ça. Et il y a 2 autres films du coup que j'ai mis dans ma liste dont on n'a pas encore parlé, qui pour moi ont été très importants, et voilà, c'est Honky Tonk Man, où là j'ai eu la première fois l'impression d'avoir affaire justement à ce grand héros folk qui est pas forcément le propre, enfin le plus important dans le cinéma de Clint Eastwood, mais qui moi me touchait énormément. Et ce portrait, c'est un faux biopic évidemment, hein, c'est inspiré par plusieurs musiciens. Ce portrait, ce road movie, ce rapport même de Eastwood avec sa famille, il fait jouer son propre fils, quand il en reparle encore dans La Mule justement de sa famille, évidemment quand on voit ce genre de rapport présenté à l'écran, c'est extrêmement émouvant je trouve, et ce portrait d'un type qui pour moi a vraiment annonce des films comme Llewyn Davis, ça me touche particulièrement. Et puis l'autre film qui pour moi est un peu le jumeau, même si voilà, c'est Le Chasseur blanc cœur noir, où là il va parler beaucoup plus directement de cinéma, et il va aborder un autre truc qui paraît me le rapproche de La Mule, c'est que dans Chasseur blanc cœur noir, on a affaire à un personnage qui est a priori totalement antipathique. C'est-à-dire il manque d'une boussole morale, ce personnage. Il lui manque, je pense, de l'empathie énormément. Il lui manque beaucoup de choses, des filtres. Et malgré tout, le fait que ce soit Clint Eastwood, il a notre sympathie en tant que spectateur. Clint Eastwood, quand il tourne ce film, je pense qu'il est tout à fait conscient de ça. Il aurait pu tout à fait demander à un autre acteur de jouer ce rôle-là, qui aurait peut-être une tronche en tout cas, qui aurait eu moins de sympathie du spectateur. Il se choisit lui-même, il sait très bien la sympathie que le spectateur lui apporte, et il se choisit du coup pour jouer ce personnage qui est un gros con, hein, qui est foncièrement un con en fait, jusqu'à la séquence finale où il lui a fallu quand même un accident abominable pour changer de le fait de se choisir, moi ça m'intéresse beaucoup, comme pour La Mule, même si je comprends très bien, il a très bien fait évidemment, mais ça m'intéresse beaucoup. Ça me fait penser à ce que Sidney Lumet disait sur le casting en lui-même, justement. Pourquoi Sidney Lumet, par exemple, quand il va faire Le Prince de New York, il va décider de prendre un acteur qui au contraire n'a aucun rapport avec le spectateur, plutôt qu'un Pacino, aucun charisme, et qui n'a pas la sympathie du spectateur. Je sais justement que Clint Eastwood, quand il ne veut pas jouer dans un film depuis 10 ans par exemple, il le fait pas. Il pourrait très bien, ça lui apporterait sans doute beaucoup plus d'argent, le fait même qu'il apparaisse sur l'affiche, il sait que ça va faire des entrées si vraiment il cherchait ça, quoi. Je pense vraiment qu'il se pose la question du casting, de se faire jouer ce propre personnage qui est un con, même s'il y a peut-être ce côté masochiste évidemment de Eastwood, hein. Il a passé son temps dans ses films à se faire taper dessus, hein, et à souffrir, donc il y a peut-être évidemment une part de ça, mais malgré tout je pense qu'il se pose la question du rapport du spectateur à ce personnage principal, et qu'est-ce que le spectateur va ressentir, va vivre, et comment justement il va pouvoir se poser des questions. Ce qui se passe dans Chasseur blanc cœur noir par exemple, où moi le fait d'être tellement pas subjugué, mais en tout cas d'être en empathie directe avec le personnage parce que c'est Clint Eastwood, ça me fait me remettre entre guillemets presque en question à des moments, parce que évidemment je suis attaché à lui, et je me dis mais merde, c'est un con et je suis attaché à lui, sauf que c'est encore une fois dans une forme classique, c'est toujours dans une forme souterraine, et ça m'a fait ce truc-là beaucoup dans La Mule, de me dire merde, et putain il est en train de m'avoir, parce que ce personnage est tellement attachant, il est drôle, c'est Clint Eastwood, c'est l'icône, c'est l'icône, sauf que ce qu'il fait c'est mal, il en parle pas, c'est souterrain constamment, et ce qu'il montre lui-même c'est peut-être le trajet justement aussi de ce contrebandier, et
mine de rien, ça reste un contrebandier aussi, je pense. Ouais, Eastwood, mais quoi. c'est intéressant et moi je sais que ça me pose problème et là au sens presque péjoratif sur certains films. La dernière fois que j'ai revu Les Proies, qui est un chef-d'œuvre de Don Siegel, le seul défaut que je pourrais trouver au film, à la limite, ça vient de Clint Eastwood, quoi. C'est que je me dis, et à la limite, c'est le point sur lequel le remake de Sofia Coppola gagne des points. Enfin, c'est uniquement sur ce plan-là que le remake gagne des points. Parce que Colin Farrell n'a pas ce charisme-là. Colin Farrell, il peut paraître plus volontiers ridicule, quoi. Il est beaucoup plus doué pour jouer quelqu'un que tu peux détester, en fait, quoi. Et Clint Eastwood est tout de suite mythologique. Oui, il est tout de suite mythologique. C'est une une icône. Et il a un côté, on ne sait pas si c'est quelque chose qu'il a construit ou c'est quelque chose qui vient vraiment de son rapport à la caméra ou quelque chose dans son visage qui fait qu'il est assez... à cette époque-là, en tout cas, parce qu'aujourd'hui, il en a conscience. Quand il fait La Mule, il en a conscience. Il sait se filmer. C'est ça qui est terrifiant. Il sait se filmer. Oui, et là, c'est vraiment The Mule, parce qu'on va finir par en parler. Mais ouais, c'est dingue de voir ce rapport-là. Parce que là, on a affaire à un film. Moi, j'ai eu un rapport un peu particulier au film, en tout cas dans les premières 20 minutes. Les premières 20 minutes, je me suis dit, oh là là, ça me plaît pas du tout. Je me suis dit, c'est pâteau comme les pires films de Clint Eastwood que j'ai pu voir. Des moments où je dis, ouais, les personnages sont pas écrits. Il y a un côté trop. Cette sorte d'efficacité dramatique, cette sorte d'enchaînement d'action se fait au détriment de l'incarnation et ça marche pas. Et ça a marché au bout d'un moment, au deuxième acte, quand il commence à devenir une mule, quoi. Alors, on va peut-être revenir justement sur ce. Moi, sur ce premier acte, à la réflexion, en même temps, je me suis dit, mais c'est incroyable quand je réfléchissais au film, je me disais, c'est presque vraiment l'autoportrait, c'est-à-dire ce personnage d'horticulteur qui est dans son petit précaré, qui ne regarde personne d'autre que lui, c'est une star, qui s'entend avec tout le monde, qui tout le monde le considère comme une sorte de figure aussi. Mais dans un petit précaré, comme tu dis. Dans son petit précaré. Il va dans des cérémonies, il serre les mains à tout le monde, il paraît immensément sympathique, il gagne des prix, tout le monde l'aime, et on se rend compte à la fin de ce premier acte-là que sa famille, il l'a complètement oblitéré, voilà, c'est ça, complètement. Et à la fin du premier acte, non seulement il a perdu sa famille, mais donc pour revenir, donc c'est un horticulteur, comme tu as dit, qui a beaucoup de succès. C'est en 2005 que le film commence, après l'introduction du film, et on a une ellipse de 12 ans où l'on retrouve sur la paille, et non seulement il est sur la paille, mais en plus de ça, sa famille le déteste, enfin sa fille, sa femme, son ex-femme le déteste. Il lui reste plus que sa petite fille qui accepte encore de le voir et qui a cette même fascination que le public des congrès d'horticulteurs avait pour lui, finalement, et il se retrouve du coup sur la paille à accepter de faire la mule pour un cartel de drogue, parce que c'est très simple, parce qu'il a juste à conduire, et que justement lui il a passé sa vie sur la route, il connaît, il sait bien le faire, que c'est simple, que c'est de l'argent facile, il n'y a pas de raison, et il peut faire le philanthrope, c'est-à-dire que l'argent il l'utilise en plus pour justement sa petite fille, il l'utilise pour aider ses anciens de la guerre de Corée, pour refaire vivre de l'Americana. C'est ça, non mais pur et dur. C'est ça que j'ai pas dit non plus sur le rapport que moi je pouvais avoir avec Eastwood quand j'étais petit, c'est l'Americana, et c'est vrai que ça, c'est ce qu'on retrouve exactement dans ce film-là. Après, tu peux très bien voir ça comme une métaphore de son trajet de cinéaste. Exactement. Ça serait peut-être aller très très vite, mais finalement l'argent qu'il va retirer de cette nouvelle activité-là, il va s'en servir. Mais parce que c'est un travail qu'il fait bien. Mais comme il a fait pour sa carrière de cinéaste. C'est ça. Et ses employeurs, qui sont le cartel de drogue aujourd'hui, sont ravis de son travail, au point qu'il est invité chez le Grand Ponte, interprété par Andy Garcia, que moi je n'ai pas reconnu. J'ai dû attendre le générique de fin pour savoir que c'était Andy Garcia. Bref, il est tellement doué dans son travail de mule, alors que c'est un vieillard de 90 balais, qu'il est invité chez le Grand Ponte mexicain, le plus grand dealer de drogue de ces années-là, à savoir 2017. Et voilà, il réussit tout à fait. Et enfin, il peut faire partager son argent, sauf qu'il a passé tout le reste de sa vie, en fait, à tout laisser de côté. Ce qui comptait le plus, on retrouve la même question qui était très très explicitée dans Sully, que moi j'ai beaucoup aimé, avec Tom Hanks, on aurait pu passer ce dialogue-là déjà, mais on l'a déjà fait quand on a parlé de Sully. C'est bien, vous voyez la machine, mais vous oubliez toujours l'humain. Il a vraiment explicité dans Sully le fait que le plus important, c'était de penser à l'humain. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve encore une fois dans La Mule, mais cette fois-ci
on se penche vraiment sur Eastwood en tant que cinéaste, évidemment son travail, mais en tant qu'homme. C'est-à-dire que là, comme tu le disais tout à l'heure, il y a un petit côté un peu étrange quand même de enfin le voir parler de sa vie à lui personnelle finalement. Il y a un peu de ça, en sachant que c'est vraiment affiché, parce que la fille dont il est... avec qui il ne s'entend plus, qui ne veut plus lui parler, c'est joué par sa propre fille. Donc là, c'est vraiment littéral. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui est dément dans le film. Moi, je trouve, il y a une absence totale. C'est dans son angle mort où finalement cet angle mort là on ne voit que ça, et je veux parler de la culpabilité en fait, quoi. C'est un film qui se déroule sans que à aucun moment ça ne soit pris en charge dramaturgiquement, la culpabilité de ce vieil homme qui a quitté son petit précaré, son petit univers et tout ça pour accomplir un acte qu'il sait fondamentalement criminel et qui va mettre en danger des gens et tout ça. Ça devrait être en fait un ingrédient dramaturgique qui aurait nourri tout le film en fait, quoi. Et on sait que le film à la base c'était un film qui devait réaliser Ruben Fleischer parce que c'est tiré d'une histoire vraie. Ruben Fleischer, c'est le réalisateur de Zombieland ou de Venom. On se doute très bien que quiconque s'empare d'un script comme ça, il va mettre en scène ça. Il va mettre en scène ce truc-là. Ce conflit intérieur je le fais parce que je le fais bien. J'ai un petit vieux qui est là, qui transporte de la drogue et qui va être rongé par la culpabilité quelque part. Mais en tout cas, il y aura toujours cette question-là. Et le film est incroyable parce qu'en fait il capitalise complètement sur le côté son principal moteur, là où moi je me suis fait emporter par le film, c'est en capitalisant sur la figure de ce bonhomme là qui quitte son précaré de son petit champ d'horticulture et où il dirige un peu tous les mouvements ou les mouvements dans les cérémonies. On voit que c'est un mec qui est toujours en mouvement et qui va d'un coup se retrouver dans un autre mouvement qui serait celui de ses trajets pour le transport de drogue, où d'un coup il les accomplit avec une légèreté incroyable, où là tout le film va jouer sur la figure de on voit Clint Eastwood, on a plaisir à le voir, il chante des chansons, il chante sur son poste, tous les mecs qui le suivent, c'est toujours relayé par le regard d'autrui, c'est-à-dire les mecs qui finissent par le prendre en filature, c'est-à-dire les mecs du cartel. Il est extrêmement, sa bonne humeur est communicative auprès de tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui rajoute encore plus à ce que tu dis, c'est le fait que non seulement il était horticulteur, mais c'était même un horticulteur de génie, mais c'est qu'il le dit plusieurs fois dans le film à d'autres personnages, c'est l'importance que pouvaient avoir ces fleurs pour lui. Donc c'était des fleurs très particulières, qui étaient précieuses, qui étaient rares, et il les bichonnait, et pour lui elles étaient extrêmement importantes parce que justement elles ne duraient qu'un petit moment, c'était des moments de grâce. Il le dit pas comme ça, mais il a travaillé sur la grâce en fait. Et là le fait est qu'il se retrouve à faire un travail qui est à peu près l'inverse. Malgré tout il le fait bien, il y trouve son compte, parce que justement c'est pas le travail en lui-même, mais c'est ce que ça va rapporter. Ça change énormément en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment l'inverse, c'est-à-dire que c'est pas du tout le travail, c'est ce que ça va rapporter qui là d'un coup le motive. Et moi je sais pas, même par rapport justement à sa carrière de cinéaste, tu te poses des questions justement, quel film qu'il a pu faire en fait, quel film il peut mettre dans ce travail d'horticulteur dans le film. Est-ce que vraiment il y a cette question à se poser, je sais pas, mais voilà, je me la suis posée pendant le film parce que je voyais Eastwood cinéaste parler de sa carrière énormément, quoi. Ouais, mais je pense que t'as ça, et après moi ça je me le suis dit rétrospectivement, quoi, en repensant au film, mais il y a quand même ce truc de plaisir absolu, quoi, en fait, dans le film. Mais complètement, quand tu vois son visage conduire sur ces routes du désert, d'une part, moi le film le vieil Ouest, des choses comme ça. Je pense, après, c'est toujours difficile de faire la part des choses quand tu parles d'un film de Clint Eastwood, parce que Clint Eastwood, ça fait partie, là, on parle d'un auteur au sens pur du terme, c'est-à-dire quelqu'un dont chaque film est irrigué par ses films précédents, c'est-à-dire qui ne fait pas des films, il fait une œuvre. Donc chaque film, de toute façon, n'est que la suite de l'œuvre qui l'a précédé. Donc l'œuvre qui l'a précédé va nourrir ce film-là. Donc c'est difficile en fait d'avoir un rapport objectif au film en lui-même. Mais il m'est apparu en tout cas dans le film que le film avait une sorte de rythme quand même, où tu disais mais c'est dingue la jouissance du film. C'est-à-dire que c'est un film qui est comme dirigé uniquement sur l'instant, en fait, quelque part. Et donc, il se débarrasse de tout ce qui est en dehors de cette question d'instant. Alors,
évidemment, ça va correspondre à plein de thématiques très eastwoodiennes, c'est-à-dire ça va être débarrassé de toute l'ère du temps, dans le sens où c'est quelqu'un qui est resté dans la façon de parler d'il y a 40 ans, donc quand il voit un noir, il lui dit brother negro, et ça va faire rire le spectateur, mais lui il comprend même pas. Quand il voit des bikers et qu'il s'avère que c'est des femmes et des lesbiennes, un gang de bikers lesbiennes, il va être surpris, il va rigoler, il a aucun ressentiment par rapport à ça, parce qu'il va prendre ce moment-là. Et c'est un peu comme cette réplique qui sort à sa femme dans une scène merveilleuse, donc on spoil, hein, mais quand sa femme meurt, enfin son ex-femme, il lui dit oui, je t'aime moins qu'hier et moins ça que vient de la chanson qu'il écoutait dans la voiture. C'est ça, mais en fait t'as ce truc, tout ce rapport temporel extrêmement particulier. Moi je pense à ces scènes qui m'ont très marqué dans le film, et je n'arriverai pas à mettre le mot pourquoi. C'est les moments où il rentre dans son Hummer et qu'il ouvre la boîte à gants, et dont il sait très bien que dans la boîte à gants il y aura l'enveloppe, la rétribution qu'il aura eu pour le forfait qu'il a commis. Et il a une façon d'ouvrir la boîte à gants et de la refermer automatiquement, comme si là-dedans il y avait le poids non seulement le poids de ce forfait-là, ce poids que le film oblitère complètement, quoi, et aussi le poids du coup de la culpabilité, et aussi de la conséquence, c'est-à-dire de la future, de tout ce qui pourrait être en dehors de cette action qu'il accomplit, et qui correspond un peu à ce truc très eastwoodien, de ces bonhommes qui sont uniquement dans leur précaré, que ça soit un champ d'horticulture, un ménage, une façon de faire de la musique, quand on voit Bird ou je sais pas quoi, quelqu'un où il y a une séparation totale de l'action à accomplir et de l'être qu'on est, et qui me paraît absolument saisissant. Mais même ce rapport à la culpabilité, de toute façon, pour moi, apparaît dans le film, mais par contre, il apparaît, comme tu le disais, sur le présent. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, en effet, il assume sa culpabilité, il l'assume tout de suite, maintenant, c'est bon, c'est maintenant que je l'assume. Donc c'est sur ce moment présent. Et l'autre chose que je trouve très belle, c'est que malgré tout, le film, alors qu'il suit, moi j'ai eu l'impression que c'était sur des rails, et que j'étais entraîné de toute façon alors c'est peut-être par un rythme, c'est par un savoir-faire, par une forme de classicisme qui n'en est pas vraiment, parce que il y a beaucoup de la répétition qui est pas un truc. On a le droit. Mais même la répétition, elle me permet, moi, c'est une évolution progressive, énormément. Tout est dans le cheminement, dans le pas à pas, finalement. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, et j'en ai profité sur le retour du cinéma. Je suis rentré à pied chez moi pendant une demi-heure, et j'étais ravi de pouvoir me remémorer le film, de le retravailler. Le film me laisse de la place en tant que spectateur. On est dans une forme classique, on se laisse entraîner par le film comme un grand divertissement, comme devrait être le grand divertissement en tout cas. Mais il me laisse de la place en tant que spectateur sur, par exemple, deux personnages qui vont avoir une relation, et on les voit se confronter. Ils ont une petite scène ensemble, je pense à lui par exemple, et l'un des sous-chefs du cartel. Ils ont une petite scène où ils vont se chamailler, ça va durer 1 minute ou 2, et la scène d'après, ils vont avoir un rapport qui a évolué. Et moi, ça me laisse le plaisir en fait d'imaginer ce qu'ils ont pu vivre en fait ensemble, parce qu'il s'est passé des choses entre-temps qu'on n'a pas vu. Et ça, il le fait avec tout et n'importe quoi, avec toutes les relations qu'il a entre les personnages. C'est-à-dire qu'il laisse une histoire à tous ces personnages, et il laisse le plaisir au spectateur. Il donne tous les ingrédients au spectateur pour comprendre cette histoire, mais pour avoir le plaisir de l'imaginer en fait. Ce qui ne crée pas du tout de la frustration, au contraire, mais ce qui crée le plaisir de l'imagination. C'est quelque chose que je trouve de plus en plus rare au cinéma, et c'est pour ça que ce film, je le trouve finalement tout à fait à l'heure. Aujourd'hui, de voir un film comme ça, moi, c'est un plaisir intense, vraiment. C'est-à-dire que j'ai pas une émotion, j'ai pas versé ma larme, j'ai pas pleuré devant le film, mais j'ai une émotion constante tout au long du film, que ça soit à voir en effet le Clint Eastwood mythe, acteur merveilleux, qui me rappelle évidemment à tout ce qu'il a pu faire avant, à son histoire à lui en tant que légende finalement. Mais aussi son personnage qu'il ne laisse jamais de côté, c'est-à-dire que il laisse jamais un aspect de ce qu'il est en train de montrer prendre le pas sur l'autre, à savoir justement sa légende par rapport à son personnage. Il y en a jamais un qui passe par-dessus l'autre, tout se mélange de façon assez gracieuse, je trouve, ce qui procure un plaisir et une émotion extrêmement particulière quand même.
Moi, je suis embarqué par le truc complètement. Mais en fait, je pense dans mon rapport au film. Moi, je suis rentré dans le film au bout de 25 minutes. Comme je le disais, la première partie m'a paru assez pataude. Je l'apprécie que rétrospectivement. Mais j'ai commencé à apprécier ce film en me disant, en fait, c'est comme si on avait collé la figure Eastwood dans un film qui n'était pas le sien, en fait. Du fait de ce rapport à la culpabilité absent, de cet angle mort, de cette question de culpabilité qui n'existait pas dans le film, mais ce côté, d'un coup, où on a un récit relativement sur des rails et tout ça, et puis d'un coup, il y a cette sorte d'accumulation de trajets. On a premier trajet, deuxième trajet, troisième trajet. Il se passe, on pourrait dire, quasiment rien. C'est-à-dire qu'il rentre dans un train-train, dans une quotidienneté. Carrément. En fait, il n'y aurait pas, en montage parallèle, les agents de la DEA qui essayaient de le choper. Cooper, il n'y aurait aucune progression dramaturgique au sens propre du terme. Il y aurait juste une accumulation de trajets qui dramaturgiquement n'offrent aucune évolution, si ce n'est une évolution quantitative du nombre de kilos de drogue que Clint Eastwood transporte. Et ce qui fait que le film ne tient qu'au plaisir de voir un personnage qui accomplit un trajet. Et c'est encore un professionnel qui le fait bien. Il y a un côté Howard Hawks en fait. Ouais, dans mais le en film fait, aussi. je pense que c'est pas vraiment ça, parce qu'il y a aussi ce côté très très jazz. Forcément, c'est peut-être très cliché de dire ça pour Eastwood, dont on sait très bien qu'il est c'est un très grand fan de jazz, mais il y a ce côté, on a une base mélodique et on improvise dessus. C'est-à-dire que les différents trajets sont les mêmes, c'est la même scène quasiment, mais il va y avoir des infimes variations, comme des musiciens de jazz. Non, mais c'est quelque chose qu'il a vraiment fait beaucoup, et dont même au fil des films, comme n'importe quel auteur, c'est quelqu'un qui fait presque toujours le même film. On voit bien qu'il y a toujours le même style de personnages qui ont le même style de préoccupation, mais avec ces infimes variations, ces retournements où on change un instrument, on inverse un instrument. Ça va être la trompette qui va faire telle ligne, et puis après ça va être le violon. Il y a un accompagnement différent, il y a un duo qui se crée. T'as tout le plaisir. Est-ce que tu as remarqué, je sais pas si tu l'as vécu comme moi, après on va devoir quitter malheureusement, la séquence de rencontre, la première séquence de rencontre au diner entre Clint Eastwood et Bradley Cooper, qui moi m'a terriblement fait penser à Hit. Complètement, ouais. Mais d'ailleurs, c'est pas la seule scène. C'est surprenant de retrouver ça pour moi dans un. Mais non, mais ça c'est étonnant, et je pense pas que ça soit. En tout cas, c'est peut-être inconscient, mais je pense que ça vient de là, parce que ça me rassure que tu y aies pensé aussi, parce que je me dis, mais c'est incroyable. Parce qu'il y a non seulement cette scène-là, mais même sur la 4 voies, quand ils sont arrêtés, quand il y a l'hélicoptère qui arrive, moi je pensais à ça. C'est aussi parce qu'il y a c'est pas du tout la même vision, Michael Mann et Clint Eastwood, mais il y a aussi ce truc très américain de la dissociation entre une action et une intériorité, en fait, quoi. Et c'est une préoccupation dans Sully, c'est ça, quoi. On dirait que Sully, ça ne travaille que cette idée-là, même 15h17. C'est que Sully, c'est un personnage dont l'action lui est presque dépossédée. Il l'a accompli, il n'en était presque pas conscient. On voit que c'est presque un traumatisme d'avoir accompli un acte héroïque, qu'il est remis en question par son entourage, considéré par un héros par certains, comme un usurpateur par d'autres, mais on voit bien que l'action lui est comme dépossédée. Chez Michael Mann, c'est autre chose. C'est vraiment des gens qui clairement veulent s'effacer complètement derrière leur action, qui sont rattrapés par leur intériorité, quelque chose comme ça. Mais il y a ce truc, c'est très américain, ce truc-là du rapport à l'action. Mais il y a quelque chose par contre, et c'est pour terminer, qui m'a beaucoup plu dans cette rencontre aussi, qui m'a ramené à Hit, et qui moi m'avait profondément déplu dans American Sniper par exemple, c'est ce rapport à l'ennemi, à la némésis du héros, qui moi me paraissait très manichéenne dans American Sniper. Et là d'un coup justement je retrouve une némésis qui me ramène plus à un rapprochement du type Michael Mannien, qui est plus trouble et plus dans le gris, qui pour moi ressemble plus à ce dont m'avait habitué Clint Eastwood, et c'est pour ça qu'American Sniper m'avait, je pense, aussi déçu. Je m'étais arrêté sur cette némésis qui moi me paraissait complètement grotesque dans American Sniper, alors même que Eastwood m'avait habitué à du gris, ce qui me plaisait énormément. Et là je le retrouve, ce lien justement entre deux parties adverses qui vont se rencontrer, mais qui vont rester absolument constamment dans la sympathie. La scène d'arrestation, et encore une fois c'est désolé pour les gens qui n'ont pas vu le film, fallait pas écouter cette émission, mais la scène d'arrestation pour moi est super belle, quoi. Ah mais carrément, et elle est hyper belle, et je pense que ça
enfin c'est le point après, c'est le climax du film. Et moi, pour finir, je voulais vraiment terminer sur cette scène finale. Elle est assez douce amère en fait ce truc-là, parce que dans tout le trajet du film, la dernière scène dans la prison, tu veux dire. Le film s'ouvre sur la même scène en fait, et d'ailleurs il me semble que c'est le même mouvement de caméra. Oui, sauf que la fin c'est dans une cage. Et en fait c'est presque assez amer si on le prend dans un point de vue vraiment très autobiographique, c'est genre ouais, je me suis laissé enfermer. Au début, je suis quelqu'un qui est obtus. Je n'ai pensé qu'à faire des films. Ça correspond aussi à sa morale personnelle. On sait qu'il a fait que de travailler ça. Je travaille ma morale personnelle et je m'en fous des autres. La morale individuelle compte plus que n'importe quelle instance d'autorité. C'est son côté très libertarien. Et forcément, le film, on va apprendre qu'il a des regrets, qu'il veut renouer avec sa famille, qu'il veut retrouver sa femme. Et donc, il y a une scène de retrouvailles. Mais au final, qu'est-ce qu'il fait ? Même si c'est sur un impératif vraiment moral, c'est retrouver son jardin et retrouver son autisme. Oui, mais il a du plaisir. Il a du plaisir, bien sûr. Mais il n'empêche qu'il a du plaisir parce qu'il est sur quelque chose qu'il contrôle, encore une fois. Un espace qu'il s'est créé, qu'il a, mais sauf que là, c'est dans une prison. Donc c'est presque un truc qui est assez beau quand je voyais dans le film, et à la réflexion je me dis c'est très amer quelque part. Oui, je suis d'accord. C'est... Ah oui. Même entre enfin bref, on va pas. Il est temps qu'on se quitte malheureusement. De toute façon, vous avez vu La Mule si vous avez écouté cette émission, j'espère pour vous. Si vous aimez le cinéma. Sinon, dépêchez-vous d'aller voir La Mule de Clint Eastwood. Vous pouvez retrouver cette émission évidemment sur le site de Canal B. Vous pouvez aussi la réécouter sur le YouTube du Cinéma est mort grâce à Antonin. Merci Antonin d'avoir participé malgré ta maladie à cette émission. Merci à vous de nous avoir parce que c'est ton anniversaire. On se quitte avec un très bel extrait issu de l'interview que nous avions fait avec Abel Ferrara qui me compare à Clint Eastwood, et on se retrouve très bientôt. Vous auriez pu écouter un extrait de Bird, mais comme on est complètement narcissique, comme Clint Eastwood, on passe ça. Exactement, à très bientôt, au revoir. You like Clint though? Yeah, not. You look like Clint. Whoa! It's like a little Clint Eastwood. You don't. Just gotta get your hair. I can die now. You gotta get a $1,000 haircut. Better don't tell that to him. No, whoa! Only Clint is 6 feet. I don't like his last movies. The film with Invictus. Oh, come on, that's ridiculous. That's I love this guy, but no, Invictus and no. What's the other? Mystic River is a great movie. What's his last one? He just made one. Hereafter. How was that? Matt Dillon? You don't like Matt Dillon. You look like Matt Dillon, me too. No! That's what you look like. You gotta get your hair. You gotta get your hair right. You can do it. You got the hair. You gotta get it just. You gotta go to spend a lot of money. You gotta put your money in your haircuts. I look like Clint Eastwood. Right? I'm gonna skip on that. I look like Clint Eastwood. All you have to do is grow. But if you want to make a movie with Matt Damon, but you don't have the money, you can hire him. Right.